Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Donc, moi, je suis Dorothée Cavigno-Gross. Je suis docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Et donc, je travaille à l'IFCAM. Je suis responsable de recherche au sein d'un lab innovation, recherche et développement. Et donc, voilà, je m'occupe de tout ce qui a trait aux mécanismes d'apprentissage, que ce soit dans le champ des sciences de la formation ou dans le champ des neurosciences. L'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous une conférence qui va être interactive. Donc, j'aurai besoin de vous et que vous participiez. Alors, pourquoi s'intéresser finalement au cerveau et à l'apprentissage? Pour différentes raisons. Une des premières raisons, c'est que, bien écoutez, je lis en même temps vos messages, hein, et donc je vous salue toutes et tous. C'est que la Commission européenne, finalement, a mis dans le socle de compétences qui était attendu d'un adulte, eh bien, la compétence apprendre à apprendre. Donc ça, c'est un premier motif. Un autre motif, c'est que, vous avez dû le constater, le monde évolue très vite. Aujourd'hui, déjà, ça a évolué vite avec les différentes transformations. Il y a une nouvelle transformation qui est en train de s'accélérer, c'est celle des IA génératives qui va probablement encore modifier le travail et puis les différentes fonctions qu'on va exercer. Et donc, on se rend compte que, bon, apprendre des choses, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Et donc, ce qu'on attend aussi de nous, c'est d'apprendre à apprendre pour pouvoir justement être mobile et pouvoir s'adapter à ce monde en constante transformation. Bon, ces deux motifs sont importants, mais le plus important, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, grâce aux différentes recherches et aux progrès qu'on a fait avec l'imagerie médicale, c'est que finalement, l'être humain était capable d'apprendre tout au long de sa vie, alors qu'on en était un petit peu moins convaincu avant. Et donc, ça veut dire qu'on a les moyens finalement d'apprendre tout au long de sa vie. Et donc, on pense et sachant qu'apprendre à apprendre, finalement, ça fait pas partie en général du socle de choses qu'on apprend en formation initiale. Et donc, voilà, l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner des clés par rapport à ça. Alors, une présentation rapide de l'IFCAM, pour savoir d'où je parle. Donc, l'IFCAM, c'est l'université du groupe Crédit Agricole. Donc, elle se revendique comme étant une université universelle pour tous. Et donc, elle inclut, bien sûr, l'IFCAM et la formation par alternance, mais pas que. En fait, l'IFCAM forme aujourd'hui, finalement, l'intégralité des collaborateurs et des collaboratrices du groupe Crédit Agricole et également les élus de ce groupe. Donc, c'est vraiment une université qui a vocation à former finalement sur tous les métiers et qui est même ouverte sur l'extérieur, dans le cadre notamment de l'offre diplômante et par le CPF. Donc, quelques chiffres rapidement sur ce que fait l'IFCAM. Donc, comme vous le voyez, donc, un certain nombre d'années d'expérience, 47 ans exactement. Aujourd'hui, 200 collaborateurs et collaboratrices, 2162 alternants, avec des forts taux de recommandation de la formation en présentiel. Voilà, les utilisateurs, c'est en fait l'ensemble des personnes qui sont connectées, donc des salariés et des élus et autres qui sont connectés aux plateformes e-learning. Et puis aujourd'hui, voilà, une activité qui est vraiment multimodale, puisqu'on a 81% de l'activité qui a été réalisée en distanciel. Alors, notre challenge aujourd'hui, ensemble, c'est finalement de vous donner des mécanismes, des techniques, pardon, pour mieux apprendre à partir donc de l'identification de certains mécanismes du cerveau. Et on va voir ça à travers 5 thèmes. Donc, le premier thème, ça va être la mémorisation, ensuite l'illusion de maîtrise, l'erreur et l'évaluation, l'attention et la motivation. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de répondre à un sondage que je vais lancer tout de suite. C'est parti, vous avez 1 minute à peu près pour répondre. J'espère que vous voyez bien. Donc, la première question, c'est: on arrête de produire des neurones à 25 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On utilise environ 10% de son cerveau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et puis, le sommeil est essentiel pour apprendre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Alors, je vais partager les résultats avec vous. Alors, on arrête de produire des neurones à 25 ans. Bien oui, c'était faux. Quasiment tout le monde a la bonne réponse. Je vais après expliquer pourquoi. Enfin, comment est-ce qu'on sait ça? On utilise 10% de son cerveau. Eh bien non, c'est faux. Et je vais également vous dire pourquoi. Et après, oui, vous êtes tous informés que le sommeil joue un rôle essentiel dans l'apprentissage. Alors, je vais fermer ça tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, donc on arrête de produire des neurones à 25 ans, c'est totalement faux. Donc non seulement on continue à produire des neurones tout au long de sa vie. Donc ça, on a eu la recherche, euh, la recherche scientifique qui l'a démontré. Alors Dorothée, des personnes semblent être en attente pour rentrer. Alors ça, est-ce que Guylaine peut... Oui, je vais répondre. Alors ouais, je vais vous mettre le lien pour vous connecter dans la salle parce qu'il n'y a pas de salle d'attente, c'est bizarre. Ou alors il faut rafraîchir son écran en appuyant sur F5. Donc, est-ce qu'on attend? Est-ce que je continue? Bon, je continue. Voilà. Donc non, on continue à produire des neurones tout au long de sa vie, et bien plus que ça, en fait, c'est à la fois bon, les neurones qui sont importants, mais c'est surtout le lien, comment nos neurones sont connectés les uns aux autres. Et en fait, on appelle ça la plasticité cérébrale. Et en fait, la plasticité cérébrale, elle joue bien tout au long de notre vie. Alors le lien de connexion, alors moi, je ne peux pas transmettre le lien de connexion si je ne sais pas qui attend. Ah non, c'est Guylaine qui demandait ça. Oui, oui, vous inquiétez pas, Dorothée, c'est bon, je m'en occupe. Je m'occupe des neurones et des synapses. Donc, Voilà, c'est ça. voilà, merci. Donc la plasticité cérébrale, c'est tout au long de sa vie. Et ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on peut bien apprendre tout au long de sa vie. Alors, on utilise tout son cerveau. En fait, le fait que l'on n'utilise que 10% de son cerveau, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les neuromythes. Alors, les neuromythes, c'était des connaissances que l'on avait au siècle dernier au regard de l'état de la recherche à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre voilà, d'informations qui aujourd'hui sont qualifiées de neuromythes, comme notamment le fait qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, le fait qu'on serait plus cerveau droit, cerveau gauche. En fait, tout ceci a été invalidé. Donc, la recherche a démontré que c'était faux. On utilise tout notre cerveau. On n'est pas cerveau droit, cerveau gauche. On utilise voilà, à la fois l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et surtout, le cerveau, il fonctionne comme un ensemble finalement de choses qui vont se relier entre elles. Et on n'est plus dans des logiques avec... finalement, on n'utiliserait qu'un hémisphère par rapport à l'autre. Donc, toutes ces choses-là sont aujourd'hui connues comme étant des neuromythes, et finalement, quelque part, c'est rassurant. Et ça veut dire que, comme on utilise 100% de notre cerveau, eh bien, autant l'optimiser, cette utilisation. Et enfin, le sommeil joue un rôle essentiel dans la mémoire. Donc ça, c'est pareil, en fait, non seulement ça joue un rôle essentiel, mais surtout, donc la privation de sommeil, ça affecte considérablement la mémorisation, et ça affecte également notre capacité à réguler nos émotions. Et aujourd'hui, on sait que les émotions participent de la mémorisation. Et donc, pendant le sommeil, notre cerveau, il va traiter les informations qu'on aura eues pendant notre journée. Il va permettre d'en mémoriser certaines. Et puis, il va aussi traiter la dimension émotionnelle de ces informations. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir une quantité de sommeil suffisante, notamment quand on est en train d'apprendre. Alors, j'espère qu'on a des personnes qui ont pu nous rejoindre entre-temps. Et on va passer donc au premier thème, qui est le thème de la mémorisation. Donc là, c'est pareil, je vais vous faire des activités, donc j'ai besoin de votre participation. Alors, je vais vous montrer une image.
je vais vous demander de l'observer attentivement et de mémoriser les objets qui sont sur cette image. Et je vais vous donner 30 secondes, 45, non, on va regarder tout de suite le temps. Voilà, voilà l'image. Je vous donne 45 secondes pour mémoriser les objets qui sont sur cette image. C'est parti, je lance le chrono. Il vous reste 15 secondes. Pour les personnes qui arrivent, vous devez essayer de mémoriser les objets qui sont sur cette image. Je vais arrêter le temps. Voilà. Donc maintenant, je vais vous demander dans votre tête de faire la liste des objets qu'il y avait dans l'image. Voilà, j'espère que vous avez pu faire une petite liste. Et je vais vous demander dans le chat combien d'objets vous aviez dans cette liste. Est-ce que vous en aviez entre 0 et 5, petit a, entre 6 et 10, petit b, ou plus de 10? Donc ça oscille entre 5 et plus de 10. Bon, Alexis, il n'a pas eu les 45 secondes. Alors, ceux qui ont plus de 10, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est 10 ou si c'est beaucoup plus? En tout cas, j'ai une beaucoup plus. Dis donc, Brigitte. OK. Donc là, voilà, j'ai une variété, en fait, hein, de personnes qui... une variété, pardon, de nombre d'objets qui ont pu être mémorisés. Alors, je n'avais pas précisé, quand je vous ai demandé de faire cette activité, bien sûr, de ne pas noter, hein, de faire ça de tête, bien sûr. Voilà, donc, maintenant, on va passer à une deuxième activité. Donc, bravo à ceux qui ont 20 à 25 objets. Vous avez une capacité de mémorisation qui est très performante par rapport à la moyenne. En général, on est autour de 5-6 objets quand on fait ce type d'activité. Après, on peut avoir des circonstances particulières ou des capacités mémorielles particulières. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de mettre en œuvre une stratégie de mémorisation. Donc, tout à l'heure, en fait, voilà, chacun et chacune, vous avez essayé de mémoriser sans consigne particulière. Donc, peut-être que certains ou certaines ont mis en œuvre des stratégies particulières et d'autres non, ont simplement regardé les objets pour essayer de les mémoriser. Donc là, je vous propose une stratégie qui va être de regarder les objets qui vont être présentés et de les relier entre eux. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc de relier entre les objets en se racontant une histoire pour les mémoriser. Et donc on voit bien que Brian, il a
en mettant en œuvre cette stratégie, Fabien et aussi ont eu un nombre d'objets beaucoup plus important que peut-être ceux qui n'ont pas mis en œuvre cette stratégie. Donc, je vais vous présenter donc, les objets, c'est pas les mêmes. Hein. Et là, donc, l'idée, je vous montre les objets et après on mettra le chronomètre, c'est de se dire, par exemple, donc une histoire entre les objets, c'est j'ai vu un cochon pendant que je téléphonais en portant les poubelles. Vous voyez, donc là, j'ai pris ces 3 images-là. Donc, vous racontez une histoire qui lie les objets et on va voir si ça change quelque chose. Et là, on se donne, je vais être un petit peu plus généreuse parce que de se raconter une histoire, ça peut prendre un peu plus de temps. Et on se donne 60 secondes. Donc le temps est écoulé. On va faire comme tout à l'heure. Je vais demander de faire la liste des objets que contenait l'image. On se donne quelques secondes. De compter le nombre d'objets dans cette liste et de me dire si, pour celles qui n'avaient pas mis en œuvre cette stratégie tout à l'heure, est-ce que vous avez retenu plus d'objets que précédemment? Brigitte me dit oui. Aurélie aussi. Un de plus, bravo. Pas mieux, ok. Voilà, en général, on retient plus d'objets, en fait, en mettant en œuvre une stratégie qui permet finalement de mieux les mémoriser. Donc voilà, ça marche toujours aussi bien, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est un petit truc pour montrer que avec une stratégie, c'est plus efficace que sans stratégie. Et l'idée, c'est voilà, comment vous, quand vous apprenez, d'accord, des familles d'objets. Ok, donc ça peut être des familles d'objets, tout à fait. Ça peut être des histoires, ça peut être dans les techniques, on peut aussi placer les objets dans l'espace, en fait, et ça permet de créer des liens. En fait, à chaque fois que vous allez créer des liens avec l'information, vous allez renforcer votre capacité de mémorisation. Donc, c'est ce que je disais. En général, le fait de relier entre eux les objets permet de les mémoriser et bien sûr, par extension, de relier les informations entre elles permet de mieux les mémoriser. Alors, un petit focus sur qu'est-ce que c'est que la mémorisation. C'est vrai que dans le langage courant, en fait, on assimile la mémoire avec le souvenir. Alors, le souvenir fait bien partie de la mémoire, mais pas seulement. Et en fait, là, l'idée, c'est de voir que la mémorisation, en fait, c'est un processus, et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est un processus qui se déroule en 3 phases. Donc, la première phase, c'est l'acquisition ou l'encodage. Donc, l'information arrive et elle va être acquise en mémoire de travail. Ensuite, elle va être stockée ou non en mémoire long terme. Et ensuite, pour qu'il y ait mémorisation, il faut qu'il y ait capacité de rappel ou de récupération. Et donc, il faut savoir que le fait de se rappeler ou de récupérer une information, ça participe à la mémorisation et ça va la consolider dans le temps. Donc, la mémorisation, c'est un processus en 3 phases et surtout, c'est pas un processus instantané et ça repose sur des conditions spécifiques qu'on va voir juste après.
Déjà, ce qui est important, c'est que donc on a vu, notre cerveau, il est fait pour apprendre. On apprend tout au long de sa vie, on crée des connexions tout au long de sa vie. Et en fait, l'apprentissage, finalement, c'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que le cerveau, il est fait pour apprendre. Il est fait pour faire des liens et il est fait pour créer des liens entre les informations qu'il a. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est essayer d'optimiser finalement son fonctionnement et son énergie pour pouvoir apprendre. Donc, dans cette logique d'optimisation, euh, il faut qu'il soit convaincu que l'information qu'on lui présente, elle est importante. Sinon, en fait, il va pas il va pas mobiliser toute l'énergie nécessaire pour apprendre. Et c'est pour ça que il est important, donc, pour pouvoir se souvenir d'une information, ce qui va être important, c'est d'être confronté plusieurs fois à cette information dans des contextes différents et à des temps différents. Et ça va participer au processus de consolidation et et au fait de convaincre notre cerveau que c'est important de se souvenir de cette information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos apprentissages ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? Ça veut dire qu'en fait, l'apprentissage, il va être plus performant quand on va être exposé plusieurs fois à l'information, également quand il est étalé dans le temps. C'est-à-dire qu'il est plus efficace de se réserver 3 heures dans une semaine pour assimiler plusieurs informations que de se bloquer 3 heures dans une même demi-journée. Donc ça, c'est en termes d'organisation de votre temps d'apprentissage. Ensuite, ce qui va aussi mieux exercer la mémoire, c'est le fait de faire des liens entre ce que l'on apprend, les informations entre elles, et aussi comment est-ce que je relie ça à ma pratique professionnelle. Ça aussi, ça va participer à la consolidation. Ensuite, il y a des techniques qui sont plus efficaces que d'autres pour apprendre. Et en fait, aujourd'hui, le fait de surligner l'information ou de la relire, ça ne va pas optimiser le fonctionnement du cerveau, puisque il va pas prendre conscience que l'information elle est importante pour lui ou qu'il n'a pas mémorisé. D'accord? Donc, le meilleur moyen de consolider l'information et de mieux la mémoriser, en fait, c'est l'exercice de la page blanche. C'est-à-dire que on écarte toute l'information qu'on est censé avoir mémorisée et on écrit, on se dit oralement, finalement, qu'est-ce qu'on a retenu. Et ça, ce sera beaucoup plus efficace que le fait de lire et de surligner. Et enfin, un autre moyen, donc ça peut être la page blanche, on s'auto-questionne ou alors on explique à un tiers et on reformule à un tiers ce que l'on a appris. Alors, beaucoup d'entre nous ont appris en surlignant, donc ça peut être un petit peu déroutant d'avoir cette information, mais ça optimisera pas le fonctionnement de notre cerveau de simplement relire ou de simplement surligner. Alors, on passe au deuxième thème. Donc, on a vu la mémorisation, processus. Il y a des manières en fait pour favoriser cette mémorisation, le fractionnement, l'étalement, l'auto-évaluation. Mais il y a des éléments aussi qui peuvent finalement nous perturber dans nos apprentissages. Et donc, on va voir ça maintenant. Alors, je vais à nouveau vous faire un petit peu travailler. Alors là, vous allez peut-être avoir besoin d'un stylo et d'une feuille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez dessiner sur la table, enfin dessiner sur, même sans avec votre doigt. On va voir. Donc là, l'idée, c'est de... Voilà. Est-ce que vous connaissez le logo d'Apple? J'ai besoin que vous me répondiez dans le chat oui ou non. OK. Alors, je vais vous demander de ne pas regarder vos téléphones. Si on est tenté là de le faire, de retourner vos téléphones. Et donc là, la plupart d'entre vous me disent oui. Et donc, je vais vous demander de dessiner de mémoire le plus fidèlement possible ce logo. Donc, soit avec un papier à crayon si vous avez eu le temps d'en prendre un, sinon avec votre doigt, pour essayer de voir comment vous le dessineriez. Et on se donne 30 secondes.
OK. Vous allez tous. Alors, malheureusement, je ne peux pas voir vos logos, mais bon, vous allez vous auto-évaluer vous-même. Donc, voilà le logo. Donc, je vous laisse regarder si c'est ce que vous aviez dessiné ou s'il manque des choses, si vous aviez bien pensé à la petite feuille qui part vers la droite, donc qui est la pomme qui croquait vers la droite. Et puis, voilà, la petite montagne en dessous. Voilà, donc je vous laisse regarder. Si vous avez envie de me dire dans le chat si ça correspondait ou pas, ça me fera plaisir, parce que comme je ne peux pas voir vos pommes, pas très ressemblants. OK. Alors, si ça peut vous rassurer, si jamais vous n'avez pas exactement dessiné le logo, vous n'êtes pas seul dans ce cas. L'expérience a été faite auprès de plusieurs personnes. La feuille est plus sur le côté, le creux légèrement en dessous. Il y en a qui oublient le creux en dessous, etc. Donc voilà à peu près statistiquement les réponses qui sont faites en termes de dessin. Alors que on a tendance à avoir répondu oui à la question « Je connais le logo d'Apple ». Donc ça, en fait, on touche un peu du doigt ce que c'est que l'illusion de maîtrise. Et en fait, on peut s'imaginer que l'on sait faire quelque chose ou que l'on connaît quelque chose, mais tant qu'on ne se teste pas, eh bien, c'est difficile d'en avoir conscience. C'était ça, en fait, l'idée de ce petit exercice. Pour vous sensibiliser à ce que j'ai dit tout à l'heure, la page blanche. Alors, je vous propose une citation de Stephen Hawking. Qu'est-ce qu'il dit, Stephen Hawking? Il dit que le pire ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Et oui, parce qu'en fait, l'illusion de la connaissance, c'est en fait l'ennemi de la mémorisation. Ce qui se passe, c'est que le cerveau, on a vu, il essaie d'optimiser. Et donc, s'il pense qu'il connaît l'information, eh ben, il ne va pas mettre en œuvre l'énergie et l'effort nécessaires pour mémoriser. C'est-à-dire que si je crois déjà savoir, ça va être beaucoup plus compliqué pour apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si une information vous semble connue, simple, logique, eh bien, vous allez faire moins d'efforts cognitifs pour pouvoir la mémoriser, et donc elle sera moins bien assimilée. Et alors, c'est pas toujours le cas, hein. Quelquefois on maîtrise vraiment l'information, mais dans quelques situations, ça peut être une illusion. Et donc, pour ne pas me laisser piéger par mon illusion de maîtrise, en fait, il y a plusieurs choses que je peux activer, donc tester mes connaissances, accepter de ne pas savoir, ça suppose aussi ça, et puis aussi accepter de se tromper. Et ça me permet d'aborder la notion d'erreur et d'évaluation. Voilà, c'est vraiment important. L'illusion de la connaissance, c'est un petit peu notre ennemi. Donc, comment est-ce que je peux combattre cet ennemi? Eh bien, déjà dans mon rapport à l'erreur, et comment est-ce que finalement je m'autorise à me tromper, et comment je fais de cette erreur un levier pour apprendre. Parce qu'en fait, quand je vais me tromper, que j'ai conscience que finalement je me suis trompée et que j'ai l'information qui permet de corriger mon erreur, eh bien le cerveau, il va activer l'énergie, enfin il va mobiliser l'énergie dont il a besoin pour apprendre. Et en fait, l'évaluation, elle participe de ça. Elle nous aide vraiment à apprendre quand on est dans des situations de formation notamment. Donc, l'évaluation, elle permet donc, ce que je disais, de se prémunir de l'illusion de maîtrise. L'erreur, elle va nous faire prendre conscience du fait que l'on ne sait pas, et bien sûr, ça suppose qu'on ait le feedback correctif qui va avec pour que l'on puisse apprendre. Et en plus, quand on va donc s'auto-évaluer, se tromper ou alors se remémorer des informations, on va encore consolider les informations dans notre mémoire. Donc l'évaluation, en fait, elle peut être à différents moments de la formation. Elle va être avant, donc pour se prémunir contre l'illusion de maîtrise et pour identifier nos biais. Elle va être pendant la formation parce qu'elle va nous permettre au fur et à mesure de nos apprentissages de savoir ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas, et elle va aider à la mémorisation. On a aussi l'évaluation somatique où là, on a un bilan de fin de formation.
Et en fait, ce qui est important, c'est de continuer à s'évaluer après. Parce qu'en fait, l'évaluation après la formation, elle va s'assurer que l'information, elle est bien consolidée. Et en plus, on l'a vu, le fait de s'évaluer, ça va consolider l'information dans le temps. Donc j'espère que cette proposition vous permet aussi d'avoir finalement de voir l'évaluation plutôt comme un outil pour apprendre et pour mieux mémoriser. Alors on a vu qu'on avait un ennemi qui est l'illusion de maîtrise, mais on a une amie qui est l'attention. Alors l'attention, elle va fonctionner avec la charge cognitive. Alors là, je voulais vous proposer une vidéo, donc je vais arrêter le partage. Voilà. Et je vais aller chercher la vidéo. Alors, j'espère que vous voyez tout bien. C'est cette vidéo. Hop, je mets sur pause. Donc, je vais vous demander de regarder voilà, cette vidéo et de faire attention aux détails. Maintenant, on va regarder à nouveau la vidéo. Et en fait, vous allez voir qu'il y a eu énormément de changements dans la scène. On vous repasse la vidéo en vous montrant la quantité de changements qu'il y a eu dans cette rue. Donc, il y a énormément de choses qui ont évolué, qui ont changé. Et en fait, on se rend compte que même si on était attentif aux détails, on arrive difficilement à capter l'intégralité des changements qu'il y a eu. Qu'est-ce qui se passe justement quand il y a beaucoup d'informations qui passent comme ça devant nos yeux? En fait, si la quantité d'informations est trop importante, eh bien, ça va affecter ce qu'on appelle notre charge cognitive. La charge cognitive, c'est l'effort mental que j'ai à fournir pour réaliser une tâche ou un apprentissage. Elle est liée à ma capacité d'attention et elle est liée à ma mémoire de travail qu'on a vu tout à l'heure. Et toutes les deux, la capacité d'attention et la mémoire de travail, elles sont limitées et elles fonctionnent ensemble. Donc, ce qui se passe, c'est quand il y a trop d'informations, en fait, la charge cognitive, elle est trop importante et donc c'est la surcharge. Et donc, il y a trop d'informations et la mémoire de travail, elle ne peut pas finalement assimiler toutes ces informations. Les informations restent à l'extérieur, elles ne seront pas triées et donc elles seront difficilement mémorisées. Ces informations, elles nous viennent de plein de choses. Elles nous viennent de notre environnement, donc les notifications du téléphone, de l'ordinateur, etc., tout un tas de sollicitations, et aussi de nos propres pensées internes. Et donc, ce qui va nous aider finalement à gérer cette charge cognitive, c'est la manière dont on alloue notre attention, qui est voilà, un atout vraiment très important pour bien mémoriser. Donc, comment est-ce qu'on peut aider notre attention et limiter notre charge cognitive, et en fait de gérer le trop-plein d'informations. Donc, par exemple, si on est particulièrement préoccupé pour des raisons X ou Y, en fait, ça va être de faire une liste de choses à faire, donc, notamment quand on est en formation,
une liste de choses à faire, on la met de côté, et comme ça, notre attention, elle est libérée et elle peut pleinement se concentrer sur l'instant aujourd'hui et maintenant. Ensuite, il y a une chose qui ne fonctionne pas du tout, c'est le multitasking, c'est-à-dire que on n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps de manière consciente. Alors, on peut faire des choses en même temps quand c'est conscient et inconscient, notamment quand on conduit. Mais par contre, quand on est en situation d'apprentissage, en fait, si on répond en même temps à son mail ou si en même temps on va regarder une information ou commencer à penser à autre chose, en fait, ce qui va se passer, ce qu'on a vu, c'est que l'information, elle ne va pas rentrer dans notre mémoire de travail et donc elle ne va pas pouvoir être consolidée. Et donc c'est vraiment important, quand on essaie d'apprendre, de se limiter à une seule activité en même temps. Alors, on peut suivre des objectifs et des temps de concentration. Donc, il y a des méthodes et des techniques, comme la technique Pomodoro, je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, on se donne des temps de concentration où on sait qu'on va être concentré sur une seule chose avec un ou deux objectifs. Et ensuite, on fait des pauses régulières. Et donc, la pause, elle est essentielle pour gérer justement cette charge cognitive et pour recharger notre attention. Parce que l'attention, donc, elle peut être mobilisée sur une durée plus ou moins longue. En fait, ça dépend de notre état de fatigue, de l'intérêt qu'on a pour le sujet qu'on apprend, etc., etc. Mais en tout cas, elle peut être mobilisée sur une certaine durée, mais elle a besoin d'être restaurée. Et enfin, un autre élément qui permet de mieux concentrer notre attention et de mieux mémoriser, c'est aussi de prendre des notes, parce que ça va finalement nous aider à canaliser notre attention sur ce qu'on est en train de faire ici et maintenant. Donc, on a vu la mémorisation, un frein à la mémorisation et l'illusion de maîtrise. Quelque chose qui peut nous aider à mieux mémoriser, c'est l'attention, notamment si on arrive à la focaliser sur un seul et même objet et à limiter la quantité d'informations qu'on est en train de traiter. Mais on a aussi la motivation qui peut nous aider. Alors, je vais vous lancer donc un nouveau sondage. Donc là, il y a les questions ici, mais je vais vous le lancer sur... Hop, sondage. Je vous demande quelques instants, comme ça vous pouvez déjà réfléchir et je vais le lancer sur Webex. Alors, là. Hop, c'est parti. Voilà. Donc, la première question, c'est ma réussite scolaire passée influence mon envie d'aller en formation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La deuxième proposition, c'est je persévérerai plus durablement dans une tâche si je reçois une récompense plutôt que par le simple plaisir procuré par la tâche. Alors, la première question, vous êtes à peu près équivalent. Certains pensent que c'est vrai, d'autres que c'est faux. Alors, ce que montre la recherche en sociologie et en sciences de l'information, c'est que malheureusement, quand même, ce qu'on a vécu et si on a réussi ou non pendant notre scolarité, ça influence notre envie d'aller en formation parce que donc ça laisse des traces, ça laisse des souvenirs et voilà, ça peut influencer mon envie de me former et ma motivation. Donc ça, c'est important à savoir quand on est soi-même apprenant et également quand on est formateur, parce que d'en avoir conscience, ça peut nous aider finalement à dépasser cela. La deuxième question. Alors, vous pensez que on est plus persévérant quand on a une récompense plutôt que par le simple plaisir procuré par la tâche.
Bien, en fait, c'est le contraire. Donc, il se trouve que quand le plaisir procuré par une tâche, il nous rend plus persévérants que la récompense. Et je vais vous présenter un modèle de motivation qui décrit cela. Alors d'abord, je vous propose qu'on fasse un petit tour sur nos conceptions de l'apprentissage. En fait, selon la conception que l'on a de l'intelligence et du développement, on ne va pas agir de la même manière, on ne va pas apprendre de la même manière. Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites par Carol Dweck sur ce qu'elle appelle l'état d'esprit ou le mindset par rapport à l'intelligence. En général, c'est un peu un mixte des deux, hein. Mais en tout cas, elle a démontré que en situation d'apprentissage, quand on pense que l'intelligence, elle est donnée à la naissance, eh ben, on ne va pas se comporter de la même manière quand on pense que l'intelligence se développe. Donc, l'intelligence donnée à la naissance, c'est la conception innéiste ou fixiste. L'intelligence qui se développe, c'est une conception incrémentale. Ça veut dire l'intelligence, elle n'est pas stable, elle évolue dans le temps. Donc, ce qu'elle dit, Carole, ce qu'elle a expérimenté, en fait, elle a expérimenté dans l'apprentissage, elle s'est rendue compte que, notamment quand on est dans une conception fixiste ou innéiste, on performe bien quand on est dans des situations de réussite. En revanche, quand on va être dans des situations où on se trompe, où on fait des erreurs, ça va être la double peine. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de mal à apprendre de ses erreurs et surtout, on va avoir tendance à nous résigner et à plus vouloir apprendre parce que comme on pense que l'intelligence, elle est donnée à la naissance, finalement, on va dire, de toute façon, si je me trompe, c'est parce que je suis pas intelligent, donc je peux pas faire grand-chose. Alors que les étudiants et les étudiantes qui avaient une conception incrémentale, finalement, quand ils se trompaient, ils continuaient à apprendre et donc ils performaient mieux en termes d'apprentissage lorsqu'ils avaient une conception incrémentale de l'intelligence. Donc ça, voilà, c'était un partage que je voulais faire avec vous, de se questionner finalement sur à quoi on croit. Est-ce qu'on pense que tout est inné et donné à la naissance ou tout se développe? Aujourd'hui, l'évolution des recherches en sciences cognitives et en sciences de la formation montre qu'on est quand même plutôt dans une intelligence qui se développe et qui finalement, il y a assez peu de choses qui sont données à la naissance parce que même finalement la manière dont notre ADN et nos gènes vont s'exprimer vont aussi dépendre de notre environnement. Alors, j'essaye de passer et j'ai perdu ma souris. Là, voilà. Alors, maintenant, ce que je disais tout à l'heure sur la motivation. Donc, quand je disais, quand je vous parlais des conceptions d'intelligence, notamment ceux qui avaient une conception fixiste, quand ils se trompaient, en fait, malheureusement, ils risquent de tomber dans la motivation, donc ils perdent toute motivation d'apprendre, absence de contrôle, absence d'intentionnalité, et ça veut dire qu'on a tendance à ne plus agir. Quand on est à droite dans une motivation intrinsèque, c'est-à-dire quand on est mu par le plaisir, l'intérêt et la satisfaction de ce que l'on fait, c'est une situation dans laquelle on est le plus autodéterminé et donc c'est la situation dans laquelle on va être plus persévérant dans la tâche que l'on réalise. Alors que quand on est au milieu, ce qui est quand même plutôt le cas en général, on est plutôt dans des motivations extrinsèques, c'est-à-dire qui sont plus ou moins régulées, contrôlées par l'individu et plutôt par l'externe. Et bien là, si on est plutôt sur des pressions externes ou des récompenses, eh bien, en fait, on va être performant. Donc, dans la récompense, on est performant tant que la récompense se maintient. Dès que la récompense s'arrête, les individus vont avoir tendance à arrêter l'activité. Alors que, donc, il y a eu des tests qui ont été faits entre des personnes qui étaient récompensées et d'autres qui n'étaient pas récompensées. En fait, les personnes qui étaient récompensées et qui avaient activé le plaisir et l'intérêt pour la tâche qu'elles faisaient continuaient à réaliser la tâche quand bien même la tâche était terminée. Celles qui étaient récompensées pour la tâche s'arrêtaient dès qu'on leur disait que la tâche était finie. Donc, pour vous expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en revanche, donc, il y a des motivations extrinsèques qui sont proches de la motivation intrinsèque, qui sont notamment quand on partage des valeurs
avec un environnement où on va avoir tendance aussi à être plus performant dans la persévérance de la tâche. Et donc, Deci et Ryan, qui présente ce modèle de motivation, il lie la motivation au fait d'être autodéterminé, donc d'être capable d'agir par soi-même dans une tâche. Et ce qu'ils disent, c'est que finalement, tout ceci, ça repose sur trois besoins qu'ont les individus pour être autodéterminés et motivés intrinsèquement. C'est qu'en fait, pour ça, il faut qu'il y ait trois conditions qui soient mises en œuvre. C'est qu'en fait, l'humain, il a besoin de se sentir autonome dans ce qu'il fait, il a besoin de se sentir compétent et il a besoin d'avoir des relations avec les autres. Et si ces trois besoins sont remplis, en fait, il va pouvoir activer cette motivation intrinsèque et être plus persévérant dans sa tâche. Et donc, pour se motiver, pour activer notre motivation ou être le plus près de notre motivation intrinsèque, les autres sont très importants. Et donc, pour aider à cette motivation et ce lien avec les autres, ben, on peut, par exemple, favoriser des moments dédiés, des retours d'expérience, optimiser le partage de connaissances et de compétences en équipe, en formation ou dans le travail, voir aussi la singularité comme une opportunité, et puis plutôt privilégier la collaboration par rapport à la compétition dans l'apprentissage, parce que la collaboration, ça va vraiment activer ce besoin de relation aux autres, alors que la compétition, ça va finalement nous recentrer sur nous-mêmes et nous éloigner de ce besoin que l'on a d'être relié aux autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on a vu la mémorisation, un processus en 3 temps qui suppose des stratégies pour optimiser cette mémorisation et pour convaincre notre cerveau que pour qu'il apprenne, il faut que l'information elle ait de l'intérêt. Et en fait, plus on sera exposé à l'information dans des situations diverses, plus notre cerveau va être convaincu. Également que si on a l'impression de savoir, eh bien on va moins mettre donc l'illusion de maîtrise, on va moins mettre d'énergie pour apprendre. Et donc c'est aussi important de convaincre notre cerveau que finalement l'information il la connaît pas. Et ça, il n'y a rien de mieux que la page blanche pour se tester. Travailler sur notre rapport à l'erreur et dans quelle mesure finalement quand on fait une erreur et qu'on a un feedback qui nous permet de nous corriger, eh bien on continue à apprendre grâce à l'évaluation. Aider notre attention à mieux se focaliser et en fait mieux gérer notre charge cognitive. Et enfin, quel levier de motivation je peux activer pour être le plus persévérant dans ma tâche. Donc voilà, je vais finir la présentation et puis je vous laisserai poser vos questions dans les quelques minutes qui nous restent, si vous en avez. Donc j'ai presque fini. Donc là, c'est quelques références bibliographiques pour celles et ceux que ça intéresse d'aller plus loin, que je laisserai dans le support. Tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, donc ça vient notamment d'une exposition qu'on a mis sur notre site ifkamshowroom.fr et dans laquelle vous aurez des compléments d'informations sur la mémoire et l'attention et un certain nombre d'autres choses. Également le blog de l'IFCAM dans lequel on partage à la fois des éléments théoriques et pratiques sur nos activités. Et puis, j'aimerais aussi votre avis sur cette conférence. Donc, je vais lancer un dernier sondage et je répondrai à vos questions. Alors, le dernier sondage. Hop. Voilà. Je vais pouvoir avoir votre avis. Et vos questions aussi. Alors, je vais grandir le chat. Voilà. Alors, Fred,
Pensez-vous que suivre une routine avant d'apprendre ou de faire un examen est une bonne chose, comme par exemple certains sportifs de haut niveau qui parfois lisent quelques pages ou écoutent des bruits blancs? Eh bien, écoutez, si c'est une routine qui, comment dire, qui appelle votre attention et vous aide à mieux réguler votre émotion, oui, bien sûr. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Fred. Donc, il y a effectivement des routines, des trucs et astuces pour mieux se concentrer, pour respirer. Donc, la pause, hein, ce qu'on disait. Euh, voilà. Alors, sur l'attention et la pause, une pause, c'est vraiment se déconnecter totalement. Donc, par exemple, faire une pause en lisant ses mails, c'est pas idéal. C'est mieux de faire une vraie pause, d'aller marcher, de se reposer, de lire, d'écouter de la musique, pour vraiment recharger son attention. Ça aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le repréciser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci en tout cas de votre participation. Et puis j'espère que voilà, ça vous aura donné quelques trucs et astuces pour continuer à apprendre. Et bonne journée à vous et puis bonne continuation dans vos études.